Donc, merci de nous avoir rejoints ce matin. Donc voilà, il y a eu de nombreux inscrits, donc, ce qui témoigne d'un intérêt pour le sujet. Je m'appelle Marlene Weber, je suis responsable des affaires juridiques et européennes à l'INEC. Donc, vous devez avoir été prévenu en vous connectant que le webinaire sera enregistré, mais je me permets de vous le repréciser. Euh, Normalement, vos micros et vos caméras sont coupés automatiquement. Donc, je vais vous demander de les laisser éteints pour éviter les bruits parasites et la bande passante. Et vous pourrez les rallumer au moment de poser une question ou d'interagir avec les intervenants. Alors, on a gardé un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat tout au long du webinaire. Donc, ce point technique étant fait, je vais pouvoir passer au fond du sujet, qui est donc le don au service de l'économie circulaire. Donc, le sujet étant plein dans l'actualité, on est à quelques jours de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la destruction des produits invendus neufs non alimentaires. Donc, on reviendra largement sur cette mesure au cours du webinaire, mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, qui a été votée en février 2020. Donc, c'est une disposition qui est survenue notamment après un scandale sur la découverte par le grand public de cette pratique de destruction des biens neufs. Donc, les entreprises devront privilégier d'autres solutions comme le don de leurs invendus aux associations de lutte contre la précarité et l'exclusion pour leurs invendus. Donc, on est heureux d'avoir pu travailler ensemble avec l'Agence du don en nature, avec l'ADN, sur un guide du don, don comme levier de déploiement de l'économie circulaire et solidaire à destination des entreprises. Donc, ce guide vise à accompagner les entreprises dans cette démarche. Donc, il vous sera présenté un peu plus tard. Et puis, on aura une entreprise que vous connaissez tous qui vous présentera sa politique de don et qui nous partagera son expérience. Donc, on est également heureux d'organiser ce webinaire conjoint pour tout d'abord réfléchir ce matin à la place du don dans l'économie circulaire. Et pour ce faire, je vais inviter Messieurs François-Michel Lambert, qui est président fondateur de l'INEC, de l'Institut de l'économie circulaire, et qui est député par ailleurs, et Monsieur Romain Canler, qui est directeur général de l'Agence du don en nature, qui vont tout d'abord, pour savoir d'où on parle, nous présenter en quelques mots ce que sont l'INEC et ADN. Donc, je vais dès à présent laisser la parole à Monsieur Lambert pour introduire en 2 minutes ce qu'est l'Institut national de l'économie circulaire. Bonjour à toutes et tous. Je n'ai pas de retour, mais je pense que ça doit être bon pour vous. Merci beaucoup à Marlene, l'une des collaboratrices de l'Institut national de l'économie circulaire, puisque l'Institut national de l'économie circulaire, c'est une équipe avec Marlene et beaucoup d'autres, 7 collaboratrices et un collaborateur, donc une équipe aussi dont la parité n'est pas respectée, mais je m'en ravis. Pour agir, l'Institut national de l'économie circulaire a cette volonté de remettre la question de la ressource au centre de nos modèles de développement. Et donc, nous travaillons à concevoir, promouvoir, accélérer le développement de cette économie circulaire qui n'est pas que du recyclage. Et ce matin, on est la preuve notable, c'est que avant même de penser à recycler un produit, regardons si nous pouvons continuer à l'utiliser. Et la notion du partage et le partage sans intérêt particulier et primordial. Donc, le don est un élément de force et qui est en lien aussi avec cette approche de l'économie circulaire, c'est-à-dire être respectueux tout à la fois des ressources, parce qu'elles sont là, elles sont abondantes mais limitées, donc nous devons avoir une forme de respect et évidemment et surtout respect des gens et des personnes, celles qui sont dans le dénuement. Ce que nous allons voir ce matin est en pleine ADN, permettez-moi le jeu de mots, avec ce que porte l'Institut national de l'économie circulaire dans une dynamique collaborative. Merci.
Merci François-Michel. Je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Canler pour présenter aussi rapidement l'Agence du don en nature pour également savoir un petit peu qui sont voilà, les deux structures collaboratrices sur ce guide et sur ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci François-Michel, merci Marline. Merci pour cette collaboration qui a été aussi fructueuse que conviviale. L'Agence Don en Nature, c'est une association créée maintenant il y a une quinzaine d'années, dont le principe est assez simple. Nous collectons de grandes quantités de produits non alimentaires dits de première nécessité. Première nécessité étant appréhendée au sens large, hygiène, entretien, équipement de la maison, fourniture scolaire, vêtements par exemple. On collecte ces produits chaque année auprès de 150 à 200 entreprises et on les redistribue à des associations de lutte contre l'exclusion et la précarité. On distribue ces produits à environ 1200-1250 associations. On estime que ces produits collectés vont bénéficier, vont profiter à 1 200 000 personnes. On collecte, pour que vous ayez un ordre d'idée, environ un peu plus de 10 millions d'unités de produits chaque année. Donc, un principe simple, une application parfois un peu plus complexe, et évidemment, comme le rappelait le député Lambert, le président de l'INEC, un effet d'accélération avec cette loi anti-gaspillage économie circulaire qui rentre en vigueur l'année prochaine, au 1er janvier, donc d'ici quelques jours, avec également une volonté de l'Agence du don en nature, ADN pour les intimes, de porter, au-delà de cette action opérationnelle de redistribution de produits, de porter aussi une certaine vision du don. Une vision du don qui repose, qui cherche à s'affranchir en quelque sorte d'une logique ou d'une vision un peu historique du don comme acte de charité, pour promouvoir vraiment le don comme acte de redistribution, le don comme acte de société. Donc, l'Agence du don en nature est basée à Paris. On s'appuie sur une équipe d'une grosse vingtaine de collaborateurs et collaboratrices. Nous avons notre propre base logistique dans le nord de la France, base logistique qui est également un entrepôt-école, puisque nous accueillons chaque mois une dizaine de personnes en retour vers l'emploi sur les métiers de la logistique. Et puis, un élément important aussi, et je sais que certaines nous écoutent ce matin, on s'appuie sur un réseau de bénévoles qui couvre l'ensemble du territoire et qui est extrêmement important puisqu'il nous permet de faire le lien avec les associations de lutte contre la précarité et l'exclusion dont je parlais. Merci, merci Romain. Donc, on va effectivement, après cette présentation, donc parler de la place du don dans l'économie circulaire. Donc, comme vous l'avez dit, il a été mis en lumière, voilà, plus en lumière par la loi sur l'économie circulaire récemment. Donc, le don prévient une production de déchets, en ce qui permet d'offrir un usage à des biens qui auraient été détruits ou recyclés en l'état. Ce réemploi permet par ailleurs voilà, de donner accès à des ressources matérielles à des personnes qui n'y auraient pas accès. Néanmoins, le don s'inscrit donc aujourd'hui dans le modèle économique actuel, donc il y a un modèle qu'on connaît qui est de surproduction de produits manufacturés, donc de surconsommation de matières premières. Donc cette surproduction, elle peut entrer en contradiction avec un principe d'économie circulaire qui vise à une gestion plus respectueuse des ressources et à terme, donc l'économie circulaire vise à une disparition de stocks invendus. Donc, quel rôle, selon vous, joue le don dans la transition vers une économie circulaire? Et donc, je vais donner d'abord la parole à M. Lambert, à M. Lambert et à M. Canler pour y répondre. Et donc, François-Michel, si vous souhaitez commencer à répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, c'est une grande satisfaction. Je redis que ça fait un moment que nous cheminons ensemble avec l'Agence du don en nature, l'ADN, et qu'aujourd'hui, nous aboutissons à quelques encablures de la mise en vigueur d'une décision de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire sur l'interdiction de destruction de biens neufs. Je vais y revenir. Mais rappelons quand même quelques chiffres. 4 milliards d'euros de valeur marchande, c'est les invendus non alimentaires. 4 milliards, c'est assez colossal pour moi voter des engagements budgétaires de l'État en termes d'aide auprès des publics défavorisés ou même, je dirais, d'aide de façon plus générale. 4 milliards est une somme extrêmement notable. Ces invendus
représente donc une source majeure de ressources. Alors, je vais prendre un petit instant sur les ressources. Il y a tout d'abord la matière brute qui est dedans. Elle est issue de la terre, elle est issue du bois, elle est issue de notre planète, mais il y a aussi la ressource énergétique. Il n'existe pas de produit qui ne nécessite pas d'énergie pour être créé, pour être fabriqué. Il y a toutes les pertes connexes. On est entre 7, 10, 15 fois le poids d'un produit fini comme matière première utilisée en amont. Et avant tout, beaucoup d'eau. Donc, un jean, par exemple, c'est beaucoup d'eau. Donc, un jean neuf, non vendu, c'est le jean que l'on a devant soi. Mais il faut aussi regarder tout ce qui est derrière, et notamment, je dirais, les volumes colossaux d'eau, les volumes importants de matières premières mises en œuvre. Et puis je garde le meilleur pour la fin, dans le meilleur au sens de ce que nous sommes. Nous sommes à construire une société autour de quand même l'humain. Et tous ces produits ont nécessité un engagement humain, ont nécessité tout à la fois celui qui l'a pensé, celui qui l'a fabriqué, celui qui s'est mobilisé pour le mettre à disposition, pour le préserver. Donc c'est aussi un respect de celles et ceux qui l'ont fait. Et donc quand on réemploie ces invendus, notamment à travers le don, il y a énormément. Il y a la question purement environnementale, le respect de la planète, le respect des ressources, le respect de toutes ces ressources que nous mobilisons. Il y a le respect des personnes qui se sont mobilisées tout au long de la chaîne pour arriver à ce produit fini. Et puis, le plus fort, le plus puissant, c'est le respect des personnes qui ne sont pas comme nombre d'entre nous, à l'abri du besoin et qui font des arbitrages terribles dans leur quotidien et qui donc trouvent à travers le don des réponses à des biens de nécessité. Alors, pour revenir sur la question de comment on en arrive à changer les règles de la loi, on aurait pu se dire, après ma présentation, c'était normal, c'était l'essence même du vivre ensemble, de faire société. C'est qu'un invendu, on ne le détruit pas. Je dirais même, on ne le recycle pas. Il est là, il est neuf, il a de l'usage encore. Je n'ai pas trouvé un acquéreur au sens transaction financière, mais c'est de la matière première, je vous l'ai dit, qui en représente beaucoup plus que son propre poids. C'est aussi de la sueur, de la passion pour beaucoup. J'ai oublié de le dire, je le redis, des gaz à effet de serre. Aucun produit n'est généré sans créer des gaz à effet de serre. Donc, le gaz à effet de serre est déjà produit. Donc, aller vers une destruction, et je dirais même un recyclage, c'est détruire tout ceci. Et de l'autre côté, ce sont des personnes qui en ont besoin. Donc, on se dit, mais pourquoi Dieu, pardon pour l'expression, nous en arrivons à rendre ça obligatoire? Ben oui, c'était obligatoire de l'inscrire dans la loi, anti-gaspillage pour une économie circulaire, car les règles, je vais faire vite, les règles comptables, les règles pour les entreprises favorisent la destruction des produits plutôt que leur don et leur transmission gracieusement à d'autres. Donc, on l'a mis dans la loi, ça sera en œuvre dès le 1er janvier 2022, donc exactement dans 16 jours, puisque nous sommes le 15 décembre, ou 17, ça ne savait pas comment on borne, mais bref, c'est là, c'est dans quelques semaines, 2-3 semaines, on n'a pas le choix, plus personne n'a le choix, je dirais, si je m'adresse aux acteurs qui sont là, vous n'avez pas le choix, producteurs de produits finis, lorsqu'il vous reste des invendus, ou distributeurs, vendeurs de produits finis, vous devrez trouver des voies pour rester dans la hiérarchie. Et je redonne la hiérarchie d'usage. Attention de ne pas aller directement sur le recyclage, c'est-à-dire on m'a interdit de le détruire, bon, je le recycle. Non, il y a une hiérarchie. C'est l'article 35 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi dite AGEC, qui donne une hiérarchie. Il faut d'abord le réemployer, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui en a l'usage. Le réutiliser, c'est-à-dire le prendre et on peut le upcycler, un jean, on peut peut-être le transformer,
le travailler pour le revendre sous une autre style de jean. Ou démonter des pièces. On peut récupérer des pièces pour après les redistribuer. Et enfin, recycler, c'est-à-dire régénérer la matière. Les mots sont importants, je prends une demi-seconde, un peu plus d'ailleurs, dans les médias et très souvent dans le grand public, on a tout mis dans le terme recycler, recyclage. Non, recycler, recyclage, c'est vraiment récupérer la matière et refaire de la matière. C'est le verre cassé de la bouteille redevient du verre. Réutiliser, c'est la bouteille qui n'est pas cassée et que l'on va utiliser pour faire par exemple un pied de lampe. Réemployer, c'est la bouteille reste bouteille et re-remplie. Les termes sont extrêmement importants. La hiérarchie, c'est donc réemployer le produit pour ce qu'il était. Réutiliser, c'est soit décomposer, soit le prendre et faire des ajouts pour un autre emploi, soit recycler. Le don, évidemment, est plébiscité comme une solution de réemploi, puisque le don en soi, c'est je transmets le produit tel qu'il est. Cafetière neuve, des vêtements neufs, des produits d'hygiène non utilisés, évidemment. La cafetière, elle est faite pour faire du café, le vêtement, il est pour être porté, les produits d'hygiène sont faits pour être utilisés. Donc, c'est vraiment tout en haut de la hiérarchie. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Et évidemment, là, c'est dans une approche de solidarité. Donc, ça englobe et très, très largement, ça mobilise les entreprises de l'ESS, social et solidaire. Je précise que maintenant, ça a été déjà, mais c'est encouragé fiscalement avec une réduction d'impôts. C'est intéressant donc d'un point de vue financier, c'est-à-dire que l'entreprise veut défalquer de son résultat la partie don. Avant, elle défalquait en destruction de son coût. Et là, elle défalque de son résultat. Vous pourrez retrouver dans les documents des explications. Mais c'est aussi très positif d'un point de vue extra-financier, puisque ça participe donc au bilan extra-financier qui intègre notamment les dimensions ESS et les dimensions environnementales. Le don s'inscrit donc dans une stratégie de redistribution plus équitable. On est toujours dans une société de surproduction de biens qui entraîne d'ailleurs une surconsommation de matières premières et je dirais même une surconsommation tout court de nos concitoyens. Et donc, ça continue à créer une fracture sociale. De plus en plus de produits sont offerts. Je vais juste donner un exemple. Hein. J'ai acheté des chaussures je les ai commandées par Internet, je les ai récupérées dans un magasin dans le cadre d'une promotion reçue sur Internet. Eh bien, toutes les semaines, ils me proposent une nouvelle paire de chaussures. Ils me disent, oh, il y a une nouvelle paire de chaussures en promotion. Je ne vais pas m'acheter une paire de chaussures toutes les semaines. Donc, le système, il est tout à la fois en surproduction, en surexcitation du consommateur pour qu'il surconsomme. Et tout cela, ça fait la surconsommation de matières premières et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement néfaste pour la matière. Moi, je pourrais, par mes revenus, m'acheter toutes les semaines une paire de chaussures à 80 ou 100 euros. Je le dis assez simplement, même si c'est un coût colossal et j'en ai bien conscience. Mais imaginez celui qui ne peut même pas s'acheter une paire de chaussures. Donc, on est vraiment dans une société qui continue à écarter les uns des autres. Cette fracture sociale est importante. On dit 9 à 10 millions de pauvres, 4 millions de personnes fragilisées. Ça fait quand même près de 15 millions de personnes pour un pays qui en compte 65 millions, c'est-à-dire 1 sur 5, qui est dans une situation très difficile en France. Donc, on voit bien que nous avons un travail, ça dépasse probablement évidemment le sujet, mais on est quand même dedans. C'est le colibri, l'action du colibri dans l'enjeu de la lutte contre la pauvreté. On doit renforcer les colibris plutôt que de les montrer du doigt et de dire que ça ne suffit pas. Au contraire, je les salue. Donc, on réconcilie cette urgence sociale et environnementale. Certains ont utilisé
l'idée de fin du monde et fin du mois vont de pair, je dirais, plus que jamais dans cette question de la surconsommation et du don. Mais, et vous l'aurez compris, le don, ce n'est pas un objectif ultime, c'est le levier de réemploi de ce qui est disponible, des ressources, des produits disponibles. C'est une logique de transition avant la transformation dans un modèle d'économie circulaire. On pourrait parler de qu'est-ce que ça pourrait être, notamment l'économie de la fonctionnalité pourrait aider beaucoup plus à cette transformation vers l'économie circulaire. Le modèle économique de surproduction de produits manufacturés doit disparaître et on peut, dans un premier temps, et le plus vite possible, passer de 15 millions de personnes à zéro. Je dirais presque la disparition de l'ADN et de nombre de structures comme l'Agence du don en nature. Malheureusement, je crains qu'elle ne perdure. Et puis, évidemment, derrière, sortir des surstocks, des invendus, de la surconsommation de matières premières. Donc voilà, rapidement, une présentation de l'enjeu. Et vous trouverez dans notre document commun avec l'Agence du don en nature, l'ADN, des éléments plus précis, plus pointus. Je pense que Romain va compléter. Merci. Merci, Michel. Effectivement, Romain, est-ce que vous souhaitez donc réagir à ces propos donc de réconciliation de fin du monde et de fin du mois et à cette question de la place du don dans l'économie circulaire? Oui, merci François-Michel. Effectivement, je partage largement vos propos et vous avez bien remis en perspective les enjeux auxquels on doit faire face. Simplement, puisque la question est la place pour le don dans la transition vers une économie circulaire, je dirais que très brièvement, on conçoit, nous, chez ADN, que le don a doublement sa place dans cette transition vers l'économie circulaire. D'abord, François-Michel l'a rappelé, la perspective de la loi anti-gaspillage au 1er janvier inscrit vraiment le don comme une solution à privilégier en matière de première étape, si j'ose dire, d'économie circulaire, c'est-à-dire de donner une vie à un produit qui, sans cela, n'en aurait pas eu, qui serait passé par la case recyclage ou qui passait avant parfois par la case destruction. Donc ça, c'est vraiment la première place du don. La place immédiate, c'est cette fonction du don comme moyen de prévenir le gaspillage de ressources naturelles, de ressources humaines aussi, bien entendu. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette loi anti-gaspillage économie circulaire, c'est que certes, elle fixe un cadre impératif, coercitif pour les acteurs économiques à compter du 1er janvier, mais qu'elle vient aussi quelque part reconnaître une tendance. On parlait tout à l'heure des proportions de produits invendus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on parle, plus de 20% de ces produits sont d'ores et déjà donnés par les entreprises. Et que cette évolution, elle s'inscrit dans le temps assez long, puisqu'on a constaté avec l'ADEME, qui est l'entité qui a réalisé cette étude sur les invendus récemment, et qu'on a co-réalisé avec elle et avec nos cousins de Dons Solidaires, que je salue au passage, on a effectivement observé que la tendance à donner était une tendance qui s'inscrivait dans le temps plus long, depuis une dizaine d'années, pour de nombreuses entreprises. Et des témoignages suivront en ce sens. Donc, la loi, elle vient effectivement, comme souvent, peut-être inciter les moins bons élèves à se saisir du sujet. Donc, vraiment, il y a cette dimension, le don comme moyen immédiat de répondre à l'enjeu de non-gaspillage. Et puis, plus largement, François-Michel l'a un peu dit également, nous, on conçoit le don comme en fait un socle, littéralement, de l'économie circulaire. Très concrètement, on ne pense pas que l'économie circulaire sera si elle n'est pas solidaire. C'est-à-dire que cette économie circulaire, parfois, on nous la vend comme une forme de sobriété heureuse. Alors, c'est les termes de quelqu'un qui nous a quittés malheureusement cette semaine. On parle de décroissance, on parle de beaucoup de choses, mais parler de décroissance ou de sobriété heureuse aux 14% de la population française qui sont en situation de pauvreté, parler de sobriété heureuse aux 20% de Français qui sont confrontés à des pénuries, des problématiques de précarité, d'accès à certains produits de première nécessité, c'est un peu compliqué.
Quand on sait aujourd'hui qu'une personne en situation de pauvreté en France émet en gros 5 fois moins de gaz à effet de serre que quelqu'un issu d'un groupe social plus favorisé, on se rend compte que l'effort, en fait, en termes de transition vers une société plus équilibrée d'un point de vue environnemental, n'est pas très bien réparti. Donc, l'idée aussi qu'on a, c'est que le don, pour nous, c'est ce levier qui doit permettre à un certain nombre de nos compatriotes, de nos concitoyens, d'avoir accès à ces produits de première nécessité et de se réaliser pleinement, tant dans la sphère collective sociale en tant que citoyen, que également dans le domaine de la sphère professionnelle, par exemple. Et en effet, ne pas avoir accès à certains produits de base, de la couche au serviette hygiénique, en passant par les vêtements ou les fournitures scolaires, ça prive les personnes qui sont dans ces situations de capacité à se réaliser, de capacité à faire valoir leurs droits, de capacité à avoir tout simplement un lien, une activité sociale normale dans une société de consommation telle que la nôtre en ce début du XXIe siècle. Donc, véritablement, j'insisterai vraiment sur ce point, le don, au-delà de la dimension que j'évoquais tout à l'heure en préambule, parfois assimilé à de la charité, voire à de l'aumône, ce don, non, il est plus que ça. Ce don, c'est vraiment dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, et encore une fois, dans cette société de consommation qui est la nôtre, ça doit être un levier, un moyen pour redistribuer une partie de produits qui sont des produits essentiels. Et je m'attarde là-dessus, c'est que trop longtemps, on a cru que lutter contre la précarité matérielle, ça revenait à distribuer de la soupe et des vieux vêtements le vendredi soir devant l'église Saint-Eustache. Donc, on avait vraiment cette vision très caricaturale de ce que c'est que la précarité matérielle ou la pauvreté dans une société dite moderne du XXIe siècle. Nous, ce qu'on défend, et on a publié d'ailleurs en sens une étude avec la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines, c'est que la précarité matérielle, elle s'apprécie à l'aune de standards de consommation, de standards de vie, qui sont celles de la population, qui sont celles de la population telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et que aujourd'hui, très concrètement, pour exister normalement d'une société telle que la nôtre, la soupe populaire, les vieux vêtements, ça ne suffit pas. Et que par conséquent, lutter contre la précarité, c'est bien garantir à toutes et tous une forme d'accès à des produits alimentaires, bien sûr, mais aussi non alimentaires, qui permettent de se réaliser en tant qu'individu et en tant que citoyen. Donc, véritablement, cette place, encore une fois, du don, elle est certes importante à l'heure où on parle, avec cette loi anti-gaspillage, cette volonté, en effet, de ne pas gaspiller des ressources, de ne pas gâcher le travail réalisé. Mais à plus long terme, cette place du don, elle est peut-être encore plus importante puisqu'elle sera un socle d'acceptation ou pas de l'économie circulaire. Merci beaucoup Romain et François-Michel pour ces échanges très passionnants. Ça illustre bien la pertinence de cette démarche de don dans une politique d'économie circulaire et donc de ce travail conjoint également qu'on a pu réaliser, des points d'attention à avoir également. Donc, on va maintenant, avec Jérémy, vous présenter le guide du don à destination des entreprises que l'on a réalisé ensemble. Alors déjà, pourquoi ce guide? Donc, comme déjà, ça a pu vous l'être démontré, voilà, il y a de nombreux avantages à cela, mais le lien entre don et économie circulaire n'avait pas réellement encore été fait, même si ça semble aller de soi que le don permet de réduire le gaspillage de produits et que les approches d'économie sociale et solidaire et d'économie circulaire sont de plus en plus traitées conjointement dans les politiques publiques. On a souhaité se poser les questions évoquées donc en première partie, et donc sur la philosophie du don, sur sa place dans l'économie actuelle, et puis donc sur le rôle du don dans cette transition vers une économie circulaire. Donc, que retrouve-t-on dans ce guide? Déjà, en première partie, effectivement, sur cette approche un peu plus philosophique, entre guillemets, et puis surtout, voilà, le geste de don peut sembler quelque chose de très évident ou pas, selon les structures, mais il ne suffit pas seulement de se débarrasser de ces surstocks.
il faut que ces produits puissent être utiles, il faut qu'ils soient effectivement utilisés. Il faut savoir donc ce qui est recherché comme type de produit, à qui donner, selon quel circuit, et puis sous quelle forme, quel polissage par exemple. Donc ce guide permet vraiment aux entreprises de savoir de manière très pratique comment opérer pour réaliser un don. Et donc voilà, ce guide permet d'accompagner réellement les entreprises dans leurs nouvelles obligations pour l'année prochaine. Donc je vais laisser la parole à Jérémy pour la suite. Oui, merci Marline. Alors effectivement, dans ce guide, pour nous, il était important de poser les termes du débat qu'on vient d'évoquer ces dernières minutes sur les liens entre dons, économie circulaire et solidarité. Et donc, il y a un aspect assez important sur lequel on revient exhaustivement dans le guide et qui est aussi une question, enfin, un sujet sur lequel on interagit beaucoup avec nos entreprises partenaires au quotidien. C'est quels sont les bénéficiaires des dons des entreprises aujourd'hui et à quoi servent concrètement ces dons de produits qui nous sont faits. Et donc, on voulait dans ce guide déjà proposer un panorama synthétique des acteurs qui interviennent dans la lutte contre la précarité. Donc, il y a bien sûr les réseaux caritatifs qui interviennent sur le plan national et que vous connaissez toutes et tous. Il y a aussi toutes les structures de l'action sociale, comme les épiceries sociales et solidaires, qui font un travail sur le terrain auprès de personnes en situation de précarité. Il y a les plateformes intermédiaires comme l'Agence du don en nature, Don solidaire pour la partie associative, et puis des acteurs privés comme Commercio et Phoenix qui accompagnent les entreprises en proposant des solutions de gestion des invendus, dont le don fait partie. Et puis il y a les structures du réemploi, mais je ne vais pas revenir là-dessus en détail. Ce qui est assez important et sur lequel on revient dans le guide, c'est vraiment de montrer pourquoi les acteurs de la lutte contre la précarité ont besoin d'accéder à ces produits non alimentaires et doivent compter sur la mobilisation des entreprises. Et nous, ce qu'on constate au quotidien en interagissant avec le tissu associatif, c'est qu'aujourd'hui, les sources d'approvisionnement traditionnelles en produits non alimentaires, qui vont être des réseaux comme des réseaux caritatifs qui vont acheter via des grossistes ou la grande distribution des produits non alimentaires, ces sources-là se tarissent et ne suffisent plus aux associations pour leur permettre de mener à bien leur mission sur le terrain. Que ces produits soient utiles en fait pour la gestion de leur activité. Donc, par exemple, un centre d'hébergement qui va avoir besoin de produits d'entretien pour nettoyer ses locaux, ou que ces produits aient une utilité pour que l'association le redistribue ensuite directement à des bénéficiaires. Donc, ça va être des produits d'hygiène que vous allez pouvoir retrouver en épicerie sociale et solidaire. On est dans un contexte de restriction budgétaire pour ces acteurs-là, c'est clair, et il y a un accroissement significatif des individus qui sont en situation de précarité. Et donc, pour nous, c'était assez important de revenir sur l'utilité sociale des produits non alimentaires, parce qu'on est convaincu que c'est en sensibilisant les entreprises sur ce sujet-là qu'on parviendra à leur faire prendre conscience de la nécessité de s'engager dans la durée. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que représente le marché des invendus non alimentaires. On en a parlé juste avant. C'est donc 4 milliards encore d'invendus qui sont soit détruits, soit recyclés, soit donnés aujourd'hui. Le don, ça représente un peu plus de 20% de ces invendus. Et c'est un marché qui, on en a parlé, est forcément amené à se tarir puisque les entreprises, et c'est très positif, ont une politique de gestion de leurs ressources qui est de plus en plus optimisée. Néanmoins, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que de l'autre côté, les associations sont de plus en plus en demande et ont besoin de produits et de nouvelles sources d'accès pour répondre à leur mission. Donc, nous, c'est un point sur lequel on revient dans le guide et c'est quelque chose que l'on défend à l'Agence du don en nature, c'est de faire comprendre, prendre conscience en tout cas de la nécessité des entreprises de dépasser cette notion d'invendu, mais de rentrer dans une démarche de solidarité sur le long terme en réservant peut-être parfois une partie de leur production pour en faire don à des associations. Et de cette manière-là, le don prend tout son sens puisqu'il devient certes un socle de l'économie circulaire pour les entreprises, mais aussi devient un levier efficace pour la lutte contre la précarité. Toujours est-il que le don aujourd'hui, ça reste une solution parmi d'autres, parmi celles qui sont mobilisées par les entreprises. Et un autre aspect sur lequel on va revenir maintenant, c'est les avantages du don parmi ces autres solutions d'écoulement des produits pour les entreprises. Hop.
Pardon. Merci Jérémy. Effectivement, donc, on voulait revenir sur quelques avantages de cette démarche de don. Donc, on a évoqué effectivement le coup de pouce fiscal à la pratique du don qui fait l'objet d'une importante réduction d'impôts que je vais vous détailler très rapidement ensuite. Et au-delà des avantages fiscaux, donc, le don présente d'autres bénéfices qui peuvent inciter les entreprises à s'emparer de cette démarche, des bénéfices économiques. Donc, le don permet d'éviter des coûts de destruction des produits invendus, puis des coûts éventuels de stockage, également des bénéfices environnementaux. Donc, le don permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc, au-delà des émissions liées à la production de ces biens, la destruction également génère 5 à 20 fois plus d'émissions que leur réemploi et permet aussi de facto de réutiliser la matière en tant que produit fini prêt à l'emploi plutôt que comme matière à recycler qui nécessite une certaine énergie, des pertes de matière ou bien sûr à incinérer ou à enfouir. Et puis le don est donc cet instrument de transition vers une économie circulaire en ce qui prévient cette production de déchets en offrant un usage à des biens qui auraient été détruits ou recyclés en l'état. Et donc, il permet de respecter cette hiérarchie de traitement des déchets qui a été évoquée par Monsieur Lambert, qui est donc inscrite dans le Code de l'environnement. Le don permet également d'améliorer l'adhésion des employés à la politique de l'entreprise. Ils sont de plus en plus sensibles à l'engagement sociétal de la structure dans laquelle ils s'investissent. Et puis, en termes d'image également, le don fait partie intégrante donc, de cet engagement sociétal, RSE de l'entreprise, auquel les consommateurs également sont de plus en plus sensibles et donc contribuent à l'image de marque de la structure. Il faut savoir que voilà, la réglementation évolue vite, je vais y revenir juste après, qui peut être judicieux de la devancer pour bénéficier de cette image de marque et ne pas attendre quelques mois ou quelques années plus tard pour s'aligner sur cette réglementation au moment où elle entre en vigueur. Et donc, ça permet bien sûr déjà de réaliser ces économies en matière d'utilisation de ressources et d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça permet également de se démarquer de ses concurrents et voilà, de bénéficier de cette image de structure qui devance ce cadre réglementaire et qui va au-delà des exigences. Donc, pour faire un petit rappel sur la réglementation autour du don, la France se distingue par un cadre réglementaire qui est très incitatif en matière de don. Donc, on peut dire que le mécénat d'entreprise concerne près d'un acteur économique sur 10 et représente entre 3 et 3,5 milliards d'euros annuels en France. Et aujourd'hui, il est principalement financier, mais il peut aussi prendre la forme de dons en compétences, de mettre à disposition des savoir-faire, et puis des dons en nature. Donc, l'entreprise donne des produits, qui est notre sujet principal aujourd'hui. Et donc, ce don en nature représente 11% du mécénat aujourd'hui. Donc, depuis la loi mécénat, dite loi Aillagon de 2003, donc cette loi a été vraiment pensée pour être un levier de développement de la générosité en France, notamment celle des acteurs économiques. Donc, le don entraîne une réduction d'impôt de 60% dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires, ce qui est assez conséquent. Et puis, par ailleurs, les dernières, donc les lois de finances pour 2019 et 2020, ont introduit des nouvelles règles autour de ce mécénat d'entreprise. Donc, dorénavant, les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt jusqu'à hauteur de 20 000 euros, sans tenir compte de ce plafond de 0,5% du chiffre d'affaires. Ce plafond de 20 000 euros concerne les petites entreprises avec un chiffre d'affaires qui est peu élevé et qui peut être restreinte dans leurs dons par ce plafond de 0,5%. Donc, au-delà de 20 000 euros, on applique ce plafond de 0,5% du chiffre d'affaires. Et par ailleurs, la réduction d'impôt a été abaissée à 40% pour les fractions de dons supérieures à 2 millions d'euros par an, ce qui est quand même assez important, conséquent. Donc, ça concerne
environ 80 entreprises en France aujourd'hui, mais ce taux ne s'applique pas aux dons réalisés au profit d'associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté, donc, dont on parle principalement aujourd'hui. Donc, ces dons au profit d'associations bénéficient toujours d'une réduction d'impôt de 60%, même si l'entreprise a déjà fait plus de 2 millions d'euros. Donc, voilà, c'est à savoir, mais voilà, ça reste limité au niveau de l'ampleur du don. Donc, pour revenir et faire un retour sur cette loi économie circulaire, qui présente une avancée pour développer ce don de produits non alimentaires. On a déjà un cadre assez fourni en matière de dons alimentaires en France. En ce qui concerne le don non alimentaire, l'INEC avait travaillé sur un plaidoyer en ce sens auprès du ministère et des parlementaires. Et la loi AGEC a donc consacré une interdiction de détruire les invendus pour les producteurs, les importateurs et les distributeurs de produits non alimentaires neufs qui sont destinés à la vente. Donc la formulation n'est pas limpide dans la loi, elle n'est pas aussi limpide qu'on aurait pu le souhaiter. Les entreprises sont tenues de réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire prévenir la production de déchets, puis réemployer, donner, avant d'assurer une gestion des déchets par le recyclage, l'incinération, etc. Donc, dans cette formulation, on évoque également, on précise que le réemploi se fait notamment par le don de produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et à des structures de l'économie sociale et solidaire, donc qui bénéficient d'un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, ces produits de nécessité, par produit de nécessité, on entend les produits d'hygiène, donc les produits du soin du corps, les lingettes, les savons, les protections hygiéniques, etc. et de puériculture, donc les tétines, les biberons, etc. Donc, ceux-ci doivent nécessairement être réemployés. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et cette semaine, notre ministre Barbara Pompili a donc pris la parole en énonçant que la priorité devait être donnée aux dons pour les produits de première nécessité, donc d'hygiène et de puériculture. Donc voilà, comme disait tout à l'heure Monsieur Lambert, on a vraiment cette obligation et les entreprises doivent entrer dans cette démarche dès l'année prochaine, dans quelques jours. Donc, c'est vraiment une démarche qui est aujourd'hui obligatoire. Et donc, c'est aussi dans ce sens que nous proposons ce guide. Cette interdiction entrera en vigueur donc, au 1er janvier 2022 pour certains produits, donc les vêtements, les chaussures, les produits électriques et électroniques et les meubles notamment, mais aussi pour les produits d'hygiène et de puériculture, les équipements de conservation, de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs, et les livres et les fournitures scolaires. Et ensuite, en 2023, donc quelques mois plus tard, tous les produits seront concernés par cette interdiction et ces obligations. Je voulais juste rajouter une disposition donc, relative à la TVA. Donc, pour accompagner cette interdiction, à l'INEC, on s'était posé la question de savoir pourquoi les entreprises finalement se tournaient vers cette pratique de destruction de leur propre stock d'invendus. Et donc, on avait justement essayé d'identifier les freins au réemploi de ces stocks. Et donc, on avait porté un amendement qui a été adopté qui visait à modifier les règles relatives à la régularisation de la TVA. Le fait pour une entreprise de se voir obligée de reverser la TVA qui avait été déduite initialement lorsqu'elle procédait à un don, ce qui n'était pas le cas lorsque cette entreprise détruisait son bien ou sa marchandise devenue invendable. Donc, ce qui donnait un avantage fiscal lié à la destruction volontaire de produits invendus. Donc, ce n'est plus le cas grâce à la loi
économie circulaire afin d'inciter les entreprises à se tourner vers le don plutôt que la destruction. Donc, les entreprises n'ont plus à reverser la TVA lorsqu'elles procèdent à un don d'un vendu. Voilà, en plus des avantages fiscaux évoqués tout à l'heure sur le don et le mécénat de manière générale. Voilà pour ce petit panorama sur les avantages et le cadre réglementaire très incitatif en la matière. Et je vais repasser la parole à Jérémy pour la mise en œuvre pratique. Oui, merci Marline. Bon, évidemment, c'est des éléments que vous retrouverez dans le détail, dans le guide. On passe aussi une partie significative du support à parler à proposer des conseils assez pratico-pratiques pour aider les entreprises qui souhaiteraient mettre en place une démarche de don au sein de leur organisation ou par faire une démarche qui est existante. Alors, je ne vais pas revenir sur ces différentes étapes dans le détail puisque c'est l'objet du guide. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que ce sont des projets qui sont très transversaux par essence puisqu'ils font intervenir à la fois les contacts logistiques, RSE, commerciaux, communication, RH, finance, qui interviennent dans l'entreprise. Et ce qui était assez important pour nous dans ce guide, c'est de pouvoir adresser les problématiques que rencontre chacun de ces interlocuteurs aux différentes étapes du don sur cette mise en place. Et la clé, ça reste quand même la définition d'une organisation un peu ad hoc qui permet d'embarquer l'ensemble des parties prenantes en interne, mais aussi d'assurer un suivi dans le temps du don et d'animer la démarche avec des actions solidaires qui peuvent être mises en place avec les bénéficiaires. Mais Élodie de L'Oréal reviendra un peu plus en détail là-dessus. Nous, ce qu'on voit au quotidien en tant que structure intermédiaire, c'est vraiment que plus on montre les effets du don à l'entreprise en favorisant des moments d'échange avec les bénéficiaires, en expliquant l'utilité sociale des produits, j'en ai parlé précédemment, plus ça ancre la démarche du don dans quelque chose d'engageant pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a eu la chance pour ce guide de collecter des témoignages de plusieurs de nos entreprises partenaires, notamment L'Oréal, Gigamic, Kiabi ou le groupe Pierre Fabre, pour ne pas les citer, qui nous partagent pour ce guide leurs bonnes pratiques sur des sujets précis relatifs aux dons. Donc, par exemple, comment bien trier ces produits avant d'envoyer aux associations, avant de les envoyer aux associations, dans l'objectif qu'elles puissent les traiter rapidement et les redistribuer au plus vite aux populations qu'elles accompagnent. Comment on met en place une collecte solidaire pour mobiliser ses clients au sein les clients de la marque à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ouais, plein de petits conseils qui sont intéressants et dont vous pourrez vous inspirer pour mettre en place une démarche de don au sein de votre entreprise. Un sujet annexe, mais sur lequel on revient quand même dans le guide et qui parlera sûrement à un certain nombre de personnes présentes à ce webinaire ce matin. On voulait également faire mention des actions qui sont à l'initiative des pouvoirs publics, donc, que ce soit les services de l'État ou les collectivités territoriales, pour encourager la pratique du don dans les territoires. Parce que la lutte contre la précarité matérielle et la promotion de l'économie circulaire, c'est quand même un axe important des politiques publiques qui prend en tout cas de plus en plus d'ampleur. Et à l'Agence de don nature, on est accompagné ponctuellement dans la mise en place d'opérations qui sont soutenues financièrement par les pouvoirs publics pour mettre en place un peu des opérations de redistribution de produits de première nécessité à des associations caritatives. Et à travers ces exemples-là qu'on retrouve dans le guide, on voulait vraiment mettre en exergue le rôle que peuvent jouer les entreprises pour participer à la promotion du don et mobiliser les entreprises autour de ce sujet, parce qu'on voit que sur les territoires, ça crée des bonnes dynamiques solidaires. Donc, en dernière partie sur le guide, on voulait, dans l'objectif toujours de proposer des conseils assez opérationnels aux entreprises, on a mené des séries d'entretiens avec nos entreprises partenaires pour réaliser des fiches thématiques qui sont classées par catégorie de produits. Donc, on retrouve des fiches sur des produits d'entretien, sur des produits d'hygiène, puériculture, équipement de la maison, vêtements, jeux, jouets, électroménagers. Et j'ai dû en oublier. Et ces fiches, en fait, expliquent en synthèse à chaque fois quels sont les produits les plus recherchés par les associations.
Vous retrouvez également des recommandations sur comment bien préparer, d'un point de vue pratico-pratique, l'envoi de ces produits pour permettre, encore une fois, aux associations de les traiter rapidement. Ces fiches rappellent également les réglementations spécifiques qui encadrent le don de ces catégories de produits. Bref, vous retrouverez un certain nombre d'éléments qui pourront vous être utiles selon votre secteur d'activité pour bien comprendre comment peut se mettre en place une démarche de don autour de vos produits. Donc, ce guide, il est disponible dès à présent. Vous pouvez le retrouver sur nos sites internet, donc adnfrance.org et institutdéconomiecirculaire.fr. On vous le transmettra également dans le courant de la semaine par email avec la vidéo de la visioconférence. Et voilà, on espère que vous pourrez vous inspirer de tout ce on peut retrouver dans ce guide-là, et n'hésitez pas à le diffuser en interne et à vos parties prenantes pour, encore une fois, encourager le développement et la promotion du don au sein de votre organisation. Merci, merci Jérémy. Donc, on va passer maintenant à une partie retour d'expérience sur une entreprise qui a mis en place une politique de don en interne. Et donc, je vais donner la parole à Madame Bernardy Menu, qui est donc directrice RSE et développement durable du groupe L'Oréal France, pour présenter la démarche de don mise en œuvre par L'Oréal et son retour d'expérience sur les éventuels freins et les leviers que L'Oréal a pu mettre en œuvre pour cette politique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Marline, j'avais préparé une présentation. C'est possible que je puisse la diffuser ou pas? Si vous en avez une, oui, avec plaisir. Parce que j'essaye en fait de faire l'écran partagé et on me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran. Non, tu ne peux pas. Alors attends, peut-être commence par présenter, je vais voir si je peux. Ok. Donner Bon, sinon c'est pas grave, je le fais sans support, mais c'est vrai qu'avec support c'est un peu plus ludique. Donc effectivement, moi je suis directrice RSE et développement durable de la filiale France du groupe L'Oréal. Donc, L'Oréal, c'est ce qu'on appelle un pure player de la beauté. Donc, c'est vraiment 100% de notre activité. On est une entreprise française qui a été créée en 1909 et qui est maintenant le grand leader de la beauté au niveau mondial. Donc, on est présent dans la plupart des pays du monde. On a un vrai ancrage, effectivement, beauté, mais une beauté qui se veut bien plus durable. Et pour ça, on a publié un programme d'engagement qui nous oblige pour les 10 prochaines années, qui s'appelle L'Oréal pour le futur et qui vise vraiment à transformer notre activité. Mais ça, je vais y revenir. Alors, L'Oréal en France, c'est 56 marques. On est présent dans 56 marques qui sont gouvernées dans 4 divisions différentes qui représentent les 4 grands circuits de la beauté. Donc, vous avez la division grand public qui sont les produits qui sont vendus en grande distribution. Vous avez le luxe, donc ça, c'est tous les produits qui sont vendus en sélectif, les Sephora, les Marionneau, les Nocibé. Vous avez aussi notre division cosmétique active qui sont des produits vendus en pharmacie et parapharmacie. Et la plus petite, mais qui est celle qui nous passe très près du cœur, c'est la division des produits professionnels. C'est tous les produits qui sont vendus chez les coiffeurs et c'est notre division, c'est la division dans laquelle L'Oréal est né. Voilà. On a donc cette organisation qui est la filiale France et je voulais juste évoquer aussi le fait que dans notre organisation, on a aussi la chance d'avoir une fondation, donc la Fondation L'Oréal, qui se concentre sur l'accompagnement des femmes et s'articule autour de la science et de la beauté. Et la Fondation, elle mène 2 grands programmes. Le premier qui s'appelle Programme for Women in Science, qui a pour but de soutenir et de mettre en lumière les femmes qui font progresser la science et leur donner la place qu'elles méritent. On a parlé, monsieur le député a parlé tout à l'heure de la parité. Bon, effectivement, la parité dans le monde scientifique, on en est encore très, très loin. Et donc, nous, L'Oréal, la cause des femmes et la science, ça nous parle. Et on a un deuxième programme qui s'appelle Beauty for a Better Life, qui vise à aider des personnes fragilisées, en situation de grande vulnérabilité ou de précarité, à se reconstruire et à se remettre sur la voie de l'emploi, et notamment des emplois autour de la beauté.
autour des métiers de la beauté. Voilà, donc nous, on a à peu près 6 000 bénéficiaires de formation d'excellence au métier de la beauté. Et par ailleurs, on a aussi une autre initiative qui vise à accompagner, donc en France, c'est à peu près 20 000 personnes cette année qu'on a accompagnées, qui bénéficient de soins qu'on appelle de socio-coiffure ou de socio-esthétique. Donc voilà, c'est encore une fois des personnes en situation de grande précarité qui sont pris en charge par des esthéticiennes qui ont une formation particulière pour accompagner ces gens-là et leur prodiguer des soins de beauté, que ce soit soins du visage, maquillage ou même coiffure. Voilà. Et donc, je vous parlais de notre programme d'engagement qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de transformer notre entreprise pour l'amener vers un modèle plus durable, donc limiter notre impact environnemental et veiller à ce que nos activités soient vraiment respectueuses des limites planétaires. Et pour ça, on agit sur 4 grands piliers. Le climat, et en réduisant les émissions de CO2 de notre activité, avoir une utilisation raisonnée de l'eau, veiller à promouvoir et à préserver la biodiversité et travailler le plus possible sur des ressources renouvelables et donc sortir des ressources non renouvelables, notamment le pétrole, et qui entrent dans la composition de nos emballages plastiques. Voilà. L'idée aussi de ce programme, c'est vraiment d'y associer tout notre écosystème. C'est-à-dire que seul, on n'y arrivera pas. Et associer notre écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire associer évidemment nos clients, c'est associer nos fournisseurs, c'est associer nos consommateurs, c'est-à-dire leur apporter toute l'information, la pédagogie nécessaire à la compréhension de ce qu'eux peuvent faire à leur niveau et comment eux peuvent limiter leur impact environnemental. Et puis, c'est évidemment toutes les parties prenantes, le monde associatif, les pouvoirs publics, évidemment. Alors, nous, chez L'Oréal, en gros, pourquoi on donne? Pour 4 grandes raisons. La première raison, c'est une raison environnementale. C'est effectivement arrêter le gaspillage des matières premières, le gaspillage de packaging, le gaspillage d'énergie pour produire tous ces produits et le gaspillage presque humain, ce qui a été évoqué aussi un peu tout à l'heure, l'énergie qu'on va mettre, l'énergie humaine à la production de nos produits de beauté. C'est aussi une raison sociale, ça a une utilité sociale, ce dont pour nous c'est hyper important de contribuer sur le sol français à la lutte contre la précarité. La troisième raison, effectivement, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on va veiller à favoriser la seconde vie de nos produits, ce qu'on faisait peut-être moins il y a quelques années. Et puis évidemment, il y a une dernière raison qui est la modification du cadre législatif, dans le cadre de la loi AGEC, avec l'obligation légale de valoriser nos invendus. Voilà. Alors, nous, on donne depuis de nombreuses années, d'ailleurs, on est hyper heureux d'être partenaire de l'Agence du don en nature depuis bien longtemps. Donc, on a une vraie, je dirais, culture en interne, une vraie culture du don. Mais c'est vrai que cette culture, elle a été très bouleversée pendant la crise. Et c'est vrai que nous, on a mobilisé toutes nos divisions sur 2020 et 2021 autour de grands plans de solidarité. Donc, on a mis en place le premier don de solidarité en 2020 qui a été dédié des lignes de production de nos usines en France, mais aussi en Pologne, qui étaient des lignes de production qui, historiquement, produisaient ce qu'on appelle des eaux micellaires. Donc, c'est des eaux de démaquillage. Et on a transformé ces lignes de production pour en faire des lignes de production de gel hydroalcoolique au moment de la crise. Et on a donné énormément de gel hydroalcoolique au monde hospitalier, cliniques privées, infirmières, la PHP, énormément. Et on en a donné aussi beaucoup au monde étudiant. Le monde étudiant, on leur a donné aussi évidemment beaucoup de produits, notamment des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, dès le début du confinement, donc dès mars. Voilà. Il y a une autre initiative qui a vu le jour en septembre de cette année. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas vous diffuser ma présentation. J'avais des photos assez chouettes. On a un partenariat avec Emmaüs, avec qui on a créé un espace beauté solidaire donc dans le 10e arrondissement. C'est un espace qui est situé au rez-de-chaussée d'un centre d'hébergement géré par Emmaüs et qui s'adresse à toutes les personnes accompagnées par les acteurs sociaux. Donc, on a reconstitué une espèce de boutique, si vous voulez, dans laquelle on a mis nos produits par catégorie de produits, donc les gels douche, les shampoings, les déodorants, on a du maquillage, on a des produits de beauté pour hommes, on a évidemment du capillaire, bien entendu, des shampoings et des après-shampoings. Et donc, c'est un espace de bien-être
accessible à toutes les personnes en situation de précarité résidant à Paris, donc, et plus généralement en Île-de-France, hein, toutes celles qui se présentent. Et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de favoriser la resocialisation, la reconstruction des personnes à travers l'estime de soi, parce que c'est vrai que la beauté peut paraître un peu, comment dire, artificielle, pas ultra nécessaire, sauf qu'en vérité, quand on est en situation de précarité, prendre soin de soi, c'est déjà retrouver un lien social, c'est déjà commencer à voilà, se regarder dans une glace, prendre conscience de son corps, de son visage. Et c'est aussi des choses qui sont très, très importantes pour les personnes les plus vulnérables. Et puis, on a aussi voilà, développé des ateliers collectifs dans cet espace pour voilà, développer, recréer des liens. C'est des ateliers où voilà, on fait des ateliers maquillage, on fait des ateliers coiffure, etc. Voilà. Et on propose aussi des séances de socio-esthétique et socio-coiffure, donc sur rendez-vous, pour se faire couper les cheveux, se faire tailler la barbe, avoir aussi un maquillage, etc. Et ça, c'est sur rendez-vous. Et je peux vous dire que là, le carnet de rendez-vous, il est plein, mais jusque février, quoi. C'est un immense succès. On donne à peu près 1000 produits par mois dans cet espace beauté solidaire. Donc, c'est le premier. Mais je pense que c'est le premier d'une longue histoire avec Emmaüs. On est déjà en train de réfléchir à un deuxième espace beauté solidaire qui serait toujours situé dans un centre d'hébergement Emmaüs, parce que voilà, on sent que ça a une réelle utilité, au-delà même de donner des produits, mais une réelle utilité aussi de socialisation dans cet espace. Voilà. Alors, nous, notre politique de don, comment on fonctionne chez L'Oréal. Donc, je vous disais, donc, on a 4 grandes divisions. Ces 4 grandes divisions, elles n'ont pas forcément toutes le même catalogue de produits, évidemment, pas le même catalogue de marques. En gros, on a 3 divisions qui peuvent proposer des produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits capillaires, des produits d'hygiène, des produits de soins de la peau, etc. Il y a une division qui est la division luxe qui, elle, a moins de produits de première nécessité. C'est plutôt du maquillage, c'est plutôt du parfum. Donc, elle, effectivement, elle est moins prioritaire, si vous voulez, dans le don, parce qu'on sent bien que les associations, elles ont quand même besoin de plus de produits de première nécessité. Voilà. Donc, chacune des divisions donne des produits. Et voilà, je vous avais mis quelques chiffres. Donc, effectivement, là, par exemple, la division grand public, cette année, aura donné plus de 800 000 produits, dont 100 000 produits dans le cadre du plan solidarité santé publique et étudiants dont je vous ai parlé précédemment. On a notre division des produits professionnels qui aura donné 700 000 produits. Enfin voilà, vous voyez, on donne quand même beaucoup. Alors, comment on fonctionne? On a vraiment une gouvernance qui est centralisée à la direction RSE et développement durable, donc chez moi. Et mes responsabilités, en fait, dans le cadre de cette politique de don, c'est évidemment le lien avec le tissu associatif. Donc voilà, moi, l'équipe de l'ADN, on se parle très souvent. C'est aussi faire le lien en interne avec nos équipes supply et nos centrales de distribution. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais insister un peu, parce que c'est vrai que mettre en place une politique de don dans une entreprise, et dans une entreprise de la taille de L'Oréal, mais je dirais même de toutes les tailles, ça nécessite vraiment de mettre en place une gouvernance et des process, parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est vrai que ça nécessite une grande implication des équipes logistiques, vraiment. Parce qu'effectivement, ça a été un peu mentionné précédemment, gérer une politique de don, gérer des dons, ça nécessite de bien identifier ce qui peut être donné. Et ça veut dire que dans les entrepôts, dans les centrales, on arrive à bien identifier les produits quand ils reviennent. Donc, soit ça peut être des invendus qui reviennent parce qu'il y a des erreurs de commande, parce qu'il y a des clients qui refusent aussi parfois certaines commandes. Ça peut être aussi, on donne aussi parfois ce qu'on appelle chez nous des obsolètes. Alors, les obsolètes, c'est quoi? C'est des produits qui, évidemment, sont propres à la consommation, bien entendu. Ils ne sont pas périmés, ils sont nickel. C'est juste que pour des raisons marketing, on a changé le décor d'une face avant, on a changé le matériau peut-être de l'étui. Donc voilà, ils ne sont plus en fait commercialisés comme ça, mais ils existent toujours, ils sont toujours propres à la consommation. Bon, dans une centrale, il faut pouvoir identifier tous ces produits-là et pouvoir aussi se dire, excusez-moi, j'ai une messagerie qui pop-up de partout, je vais me bloquer parce que je n'y arrive pas. Donc voilà, donc ça nécessite une vraie organisation et ça, c'est aussi mon rôle d'harmoniser en fait ce travail dans toutes nos divisions et toutes nos centrales. Mon rôle aussi, c'est la traçabilité du don. Donc, c'est vraiment de suivre
ce que l'on donne, à qui on le donne, quand on le donne. C'est aussi évidemment, du coup, j'ai un rôle dans le reporting, et le reporting notamment pour les enjeux fiscaux. Donc, les déductions dont on parlait, les déductions fiscales dont on parlait, ça c'est pareil, ça nécessite une organisation. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans notre équipe contrôle de gestion qui gère ça avec moi à peu près tous les trimestres. Et puis, c'est aussi centralisé chez moi parce qu'il y a un enjeu de communication derrière. C'est-à-dire, comment veut-on parler du don? Comment veut-on communiquer du don? Comment voulons-nous valoriser nos partenaires du monde associatif, etc. Et puis, alors, des partenaires, justement, on en a quelques-uns. Donc, évidemment, l'Agence du don en nature. On travaille aussi avec Banlieue Santé. On a beaucoup travaillé avec eux, justement, dans le cadre du plan Solidarité étudiant. On travaille avec la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge. On travaille aussi avec Don Solidaire, qui est partenaire de notre fédération, qui s'appelle la FEBEA, qui est la Fédération des produits cosmétiques, et qui, tous les ans, au moment de Noël, fait un appel aux dons, auquel on répond, bien entendu. Et puis, on a deux partenaires associatifs qui sont très liés à notre activité. Vous en avez un qui s'appelle Pharma Solidaire, donc qui s'occupe effectivement de récupérer les invendus de la pharmacie. Et vous avez aussi une autre association qui s'appelle Coiffeurs de l'Espoir, et qui, comme son nom l'indique, on va plutôt travailler avec eux sur les produits de notre division professionnelle. Voilà. Et dernier point que je voulais évoquer avec vous, effectivement, la loi AGEC nous impose de fournir bien plus de preuves de la réalité de nos dons que les pouvoirs publics ne l'exigeaient précédemment. Ce que ça nécessite du coup d'aller encore plus loin sur les niveaux de reporting, la traçabilité de nos produits, etc. Et donc, on s'est équipé chez L'Oréal d'un nouveau partenaire qui s'appelle Commerceau, qui est une start-up française qui a été créée en 2013 par des anciens de chez Danone et qui est une plateforme digitale et logistique de valorisation des invendus et des déchets des entreprises. Ils travaillent beaucoup avec l'agroalimentaire et là, ils commencent à développer leur activité sur tout ce qui peut être, sur tous les produits manufacturés. Pourquoi on fait appel à eux? Pour nous, il y a 4 avantages. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous, la manière dont on travaille nos dons, effectivement, ça part de nos centrales. C'est géré par nos équipes logistiques, c'est géré par notre flotte logistique, nos transporteurs, etc. Demain, c'est vrai qu'avec un prestataire comme Commerceau, ils peuvent venir chercher nos produits directement dans nos centrales et gérer les flux logistiques. Et ça, c'est vrai que pour nous, ça libère beaucoup de bandes passantes à nos équipes logistiques qui vont pouvoir se concentrer plus sur justement identifier ce qui peut être donné dans nos centrales, essayer aussi de maximiser le fait de ne pas reprendre chez nos clients, de ne pas faire voyager la marchandise, etc. L'autre grand intérêt de Commerceau, c'est qu'ils peuvent aussi gérer nos dons au point de vente. Je vous donne un exemple très concret qu'on a mis en place à la division des produits professionnels. Aujourd'hui, donc, la division des produits professionnels, donc on vend nos produits chez les coiffeurs. Les coiffeurs en France, c'est 20 000 points de vente, 20 000 salons. Donc, vous voyez que quand il y a un invendu dans un salon, c'est quasiment 20 000 points de passage, points de collecte pour nous. Et donc, vous imaginez effectivement les flux logistiques que ça nécessite. Et évidemment, la consommation d'énergie, de fuel, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donner au point de vente, c'est vraiment pour nous une vraie révolution chez L'Oréal. C'est que ça nous permet effectivement d'éviter tous ces transports, tous ces flux logistiques, et ça nous permet aussi de donner localement. Et parfois, il y a des associations, effectivement, qui existent, qui sont proches d'un point de vente, et c'est finalement assez inconnu. Donc, on crée en plus du lien entre peut-être un coiffeur et une association locale qui ne connaissait pas. Et donc, on offre ce service à nos clients. Donc, je suis coiffeur, il me reste, je ne sais pas moi, 6 shampoings qui sont des invendus, qui sont des obsolètes, et peut-être, j'en sais rien, 3 masques, voilà. Je mets ça je les scanne. Donc, on a développé une application avec Commerceau. Je les mets dans un carton. Cela m'émet directement un bon Colissimo qui va m'identifier tout de suite l'association à laquelle je vais l'envoyer. Si c'est une association qui est proche de mon point de vente, je peux aller le déposer moi-même. Si elle est un petit peu plus loin, je mets mon étiquette Colissimo et je donne. Et évidemment, je reçois mon reçu fiscal de la part de Commerceau. Voilà. Et ça, on peut imaginer le décliner sur tous les types de points de vente sur lesquels nous, on opère. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un supermarché, ça peut être un OCB. Voilà. Ce qui est intéressant pour nous aussi dans ce partenariat avec Commerceau, c'est la qualité du reporting et la traçabilité, c'est-à-dire qu'eux mettent en place des interfaces
Internet, connecté en temps réel, et ils vont pouvoir aussi nous donner des justificatifs versus justement ce que nous impose la loi AGEC. Typiquement, quand des associations vont refuser des produits qu'on veut donner, ça arrive. Ça paraît un peu fou, mais ça arrive que des associations refusent certains de nos produits. Là, il faut fournir la preuve au pouvoir public qu'on a bien fait la démarche de donner, mais qu'on n'a pas réussi. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà, vous rappeler que la gouvernance est très importante, centraliser les politiques de dons, que ce soit vraiment chez quelqu'un, d'identifier, pour pas que ça parte dans tous les sens, parce qu'on est tous énormément sollicités par le monde associatif et c'est tout à fait normal et entendable. C'est mettre en place des process logistiques pour que, effectivement, ce soit le plus simple possible pour les équipes et du coup, qu'on favorise le don au maximum en interne. Et puis nous, voilà, on est allé un peu plus loin avec Commerceau, mais voilà, si déjà on a mis ça en place dans l'entreprise, ça fonctionne extrêmement bien. Merci beaucoup, Madame Bernardi Menu, voilà, pour cette illustration très concrète d'une politique de don du groupe L'Oréal France, donc assez important. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre et de partenaires qui existent déjà sur le terrain. Vous parliez effectivement des refus. Donc, au bout de trois refus justifiés, effectivement, cette obligation de réemploi et de dons et de valorisation n'existe plus. Il faut pouvoir justifier effectivement qu'il n'y a pas eu de besoin pressenti des associations qui ont donc refusé 3 fois les dons. Donc, on va passer effectivement à une partie un petit peu plus questions. Donc, on a quelques questions dans le chat auxquelles on va répondre. N'hésitez pas à poser également des questions à l'oral si vous le souhaitez. Voilà, pour que ce soit un peu interactif, vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole. Donc, on a des questions voilà, sur les points de vue un petit peu logistique. Effectivement, ce webinaire est enregistré et vous aurez accès à la vidéo. Donc, la publication est présente donc, sur les deux sites internet et on vous l'a mis en lien dans le chat. Donc, on avait une question et je me tourne peut-être vers Jérémy pour y répondre. Donc, quels seraient donc les produits qui sont susceptibles justement d'être refusés? J'imagine que ça dépend des besoins du moment, car ils seraient donnés en quantité excessive ou qui ne répondraient pas à un besoin ou qui seraient trop compliqués à stocker ou à distribuer. Sachant qu'il y a effectivement des questions de stockage, de logistique, de transport de ces dons. Oui, il n'y a pas de règle vraiment générale là-dessus. C'est sûr que sur des produits d'hygiène, par exemple, on va être constamment sollicité et pour le coup, la demande est toujours trop forte par rapport à ce qu'on peut offrir aux associations. Ça va dépendre effectivement de la période de l'année, ça va dépendre de la capacité, enfin ça va dépendre du volume concerné, de la capacité à éventuellement échelonner les livraisons en lien étroit avec l'entreprise pour permettre une redistribution sur des petits volumes pour des produits qui vont avoir un peu moins de débouchés à court terme. Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Nous, dans notre philosophie, c'est d'étudier chaque proposition de don qui va être faite par l'entreprise, de bien s'assurer qu'on arrivera à trouver un débouché auprès de notre réseau actuel qui compte déjà un nombre important d'associations, Romain le disait, plus de 1200. Donc, en général, on arrive quand même à toujours trouver des débouchés. Et puis, si on n'en a pas, à éventuellement mettre en lien l'entreprise avec une autre structure en capacité de traiter ce produit pour d'autres voies que le don. Juste, pardon, c'est Romain qui intervient en complément de ce que disait Jérémy, effectivement, parce qu'il y a une autre question dans le chat tout à l'heure aussi sur les types de produits proposés, notamment sur des produits non grand public. Hein, la personne qui posait la question sur les joints, les roulements à billes, etc. Ouais. Bon, les roulements à billes, j'en suis pas persuadé, hein, mais en revanche, il faut avoir en tête, hein, on le disait tout à l'heure un peu en préambule avec François-Michel Lambert, c'est que
la notion de première nécessité des produits, il faut vraiment le comprendre de manière assez large. Et des associations aujourd'hui qui œuvrent contre la précarité, c'est évidemment des associations qui vont distribuer des produits de première nécessité au sens où on l'entend de manière courante, hein, ces produits d'hygiène ou d'entretien, par exemple. C'est aussi des associations qui vont œuvrer dans le domaine de l'insertion, par exemple, qui vont avoir besoin d'équipements de bricolage. Ça va être également ces associations vont pouvoir avoir besoin d'équipements de sécurité, d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail. On a également le cas, par exemple, d'associations comme d'hébergement qui vont avoir besoin d'équipements de la maison. Donc, la question des volumes, elle est importante, hein, effectivement. Comme le soulignait Jérémy, on agit au cas par cas, bien entendu. Hein, c'est évidemment, on prend en compte la quantité et nos capacités logistiques. Et sur la nature des produits proposés, là aussi, on agit au cas par cas, parce que finalement, au-delà des stéréotypes, on peut avoir besoin, les associations, les personnes en situation de précarité, peuvent avoir besoin d'un grand nombre de produits, d'un grand nombre de types de produits différents. Et j'ajouterais aussi que je crois qu'il y avait un témoignage prévu de dons solidaires, justement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, oui. nos cousins, puisqu'on a une activité assez proche, et ça semblait effectivement intéressant aussi qu'ils puissent à un moment ou à un autre apporter leur contribution au débat. Bien sûr, effectivement, si Dons Solidaires, qui est donc également membre de l'INEC et investi voilà, dans dans l'engagement vers une économie circulaire, souhaite témoigner, c'est effectivement pour répondre à une question chez eux que Barbara Pompili a fait cette annonce cette semaine sur la priorité donnée aux dons dans le traitement des invendus. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour Annabelle. Bonjour Marline et bonjour à tous et merci à l'INEC et à l'Agence du don en nature de nous proposer de nous présenter à vos côtés. Donc on est effectivement l'autre association intermédiaire du don avec un impact national donc, qui collecte les invendus non alimentaires pour les redistribuer à des structures de solidarité. Donc on est vraiment très complémentaires avec l'Agence du don en nature puisque on est de taille similaire, on collecte environ également 10 millions de produits non alimentaires qu'on redistribue à nous deux finalement à plus de 2000 structures de solidarité partout en France. Et au travers de nos deux structures, en fait, on peut vraiment, en passant par un don pour une entreprise, finalement, toucher une multitude d'associations et de structures de solidarité qui sont extrêmement différentes avec des typologies de bénéficiaires qui peuvent aller de l'aide sociale à l'enfance à des maraudes, à des centres d'hébergement. Donc, il y a un vrai intérêt pour une entreprise à passer par des associations comme nous qui assurent finalement un process très simple pour le don avec une vraie traçabilité des produits, puisqu'on peut vous dire quel type d'association, dans quel département a reçu les produits à quel moment dans l'année et qu'on pilote vraiment ces dons pour pouvoir vous faire des remontées sur l'impact social qu'ils ont pu avoir. Et voilà, et effectivement, la ministre, on a eu le plaisir de la recevoir à notre entrepôt vendredi dernier, en amont de l'entrée en vigueur de cette interdiction de détruire les invendus non alimentaires. Et on se félicite de cette loi. On espère qu'elle va encourager de plus en plus d'entreprises à engager cette démarche, voilà, qui entre aussi dans le cadre de la RSE. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Romain tout à l'heure, et puis Élodie de L'Oréal, il y a un vrai... c'est très important en fait pour les personnes qui sont en situation de précarité de pouvoir recevoir aussi des produits neufs, des produits de qualité, des produits de marque, parce que ce sont des personnes qui sont déjà souvent atteintes dans leur dignité et donc ça leur redonne beaucoup d'estime de soi d'avoir accès à ces produits via les associations. Et donc le rôle des associations intermédiaires du don, c'est vraiment un maillon essentiel dans la chaîne de solidarité entre les entreprises et ses bénéficiaires, voilà, qui va permettre à toutes les structures, donc les 2000 structures que je mentionnais, de réaliser leur mission en donnant accès à leurs bénéficiaires à ces produits. Merci, voilà. Merci beaucoup Annabelle. Et donc,
ce témoignage de Don Solidaire qui est effectivement un acteur majeur également du don en France. Et donc, merci pour votre action de manière générale. Donc, il y avait d'autres questions, notamment sur le fait de rendre possible et de mettre en place au sein des entreprises, en plus donc, du don aux associations et aux structures telles que Don Solidaire et Don en Nature, est-ce qu'il est possible de faire donc, des dons aux salariés et donc voilà, quelles sont les règles en la matière? Et là-dessus, on a justement une évolution depuis la loi économie circulaire. Donc, les entreprises peuvent vendre à leurs salariés des produits invendus dans les limites du seuil de revente à perte et donc avec une réduction tarifaire jusqu'à 50% du prix de vente public. Donc, il y a une incitation également à donner à ces salariés. Donc, toujours dans cet objectif de respect de la hiérarchie de traitement des déchets. Il y avait également une question sur où est-ce qu'on peut trouver les entreprises agréées ESUS, voilà, les entreprises qui sont habilitées à recevoir ces dons et à bénéficier également du cadre fiscal. Donc, il y a une plateforme en ligne notamment qui s'appelle le portail des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On vous mettra en lien dans le chat qui s'appelle Espace avec 2 S et qui permet de retrouver une cartographie des acteurs agréés. Et il y a également voilà, d'autres informations. Je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point, Jérémy. Voilà. Et donc ensuite, sur les autres questions, Jérémy, est-ce que tu vois des questions auxquelles tu souhaitais répondre jusque-là? Sur la question là qui vient d'être posée, voilà, si vous cherchez à convaincre les entreprises à intégrer plus en amont l'idée de don, quels sont les leviers que vous pouvez leur présenter? Ça, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de mettre en... Ouais, je l'ai coupé. Merci. Ce qu'on essaie c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer à travers ce guide et dans cette présentation, c'est vraiment, Annabelle l'a repris à nouveau, c'est montrer l'utilité sociale des produits, pourquoi c'est important pour l'entreprise d'être un acteur qui s'engage dans la durée sur cette démarche solidaire, parce qu'il y a des besoins énormes en fait, et que les entreprises, elles ont un vivier de ressources, de capacités qu'il est extrêmement important de mobiliser. Donc, c'est vrai que nous, tout ce qu'on peut mener pour montrer l'impact des dons, pour mobiliser les salariés, les clients de la marque autour de ces initiatives, on est convaincu que ça contribue vraiment à intégrer la démarche de don dans l'entreprise et à terme, on l'espère, à dépasser la simple notion d'invendu. Peut-être, Jérémy, je voulais rebondir moi, sur cette question. Parce que pour moi, c'est presque un peu philosophique comme question, c'est-à-dire que nous, en tout cas chez L'Oréal, on n'intègre pas la notion de don en amont, parce que l'idée, justement, c'est quand même de maîtriser la production et de matière, en fait. Donc, pour nous, le don, c'est génial parce que c'est un acte effectivement solidaire, mais qui contribue vraiment à utiliser jusqu'au bout ce qu'on aura produit, quoi. Et faire en sorte qu'on ne produit pas pour rien. Mais du coup, si vous voulez, je trouve que si on commence à intégrer le don en amont et à l'intégrer à nos prévisions de vente, à produire plus pour donner, je trouve que là, il y a quelque chose qui, philosophiquement, ne fonctionne pas très, très bien, en fait. Et je trouve que du coup, dans ces cas-là, il y a aussi autre chose qui est intéressant pour les entreprises, c'est le mécénat, c'est justement contribuer à des causes, au-delà même de donner des produits et vraiment de la matière, quoi, du plastique, des formules, des boulons dont on parlait tout à l'heure, etc. Voilà, c'est un peu ma réflexion sur le sujet. Merci. Il y a des leviers effectivement complémentaires pour les entreprises, comme Arline a évoqué, et également Élodie, mais le mécénat financier, le mécénat de compétences, c'est d'autres manières pour l'entreprise d'apporter ce qu'elle sait faire ou ce qu'elle peut faire pour contribuer à des actions d'intérêt général. Et c'est évidemment très précieux. C'est exactement ça. Effectivement, on ne cherche pas forcément, on ne cherche pas à produire plus pour donner, mais à valoriser effectivement
les stocks d'invendus qui sont colossaux, comme on l'a évoqué. Effectivement, il y a d'autres types de mécénat, donc de compétences, de savoir-faire, etc., qui n'utilisent pas de matière notamment, et puis bien sûr financier. Et l'objectif n'est pas, enfin, il ne faudrait pas que cette politique de don vienne, entre guillemets, valider une mauvaise gestion, par exemple, de stock d'invendus ou voilà, une surproduction qui ne serait pas questionnée dans son essence même de par cette politique de don qui est faite derrière, qui permet voilà, de se donner cette image-là là derrière. Donc voilà, il y a bien sûr toujours ces deux objectifs à avoir à l'esprit, donc à la fois environnementaux et sociaux, sachant qu'il y a bien sûr des impacts sociaux en amont également avec le circuit de production. Donc voilà, il faut essayer de garder entre guillemets, cette analyse de cycle de vie de ces produits et de ces invendus pour ne pas venir à l'encontre de l'objectif initial qu'on s'était fixé. Mais voilà, c'est un point qu'on pourrait avoir à l'esprit. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole et éventuellement pour poser une question? J'essaie de voir si on a balayé à peu près toutes les questions. N'hésitez pas en tout cas à les poser à l'oral, comme ça nous permet d'être assez interactif et voilà, que ce soit convivial. Je me permets en attendant. Oui, il y a une question. François-Michel, oui, je vais devoir vous quitter. Ouais. Donc je remercie, j'ai déjà transmis ce document largement. Il faut qu'on joue en plusieurs temps. Donc ça, c'est un temps par rapport à la situation actuelle. On a donné des chiffres. J'ai énormément apprécié la présentation de L'Oréal, même si elle n'a pas pu être transmise et partagée. Donc, le document qui est produit par l'Agence du don en nature, mais qui dépasse largement l'ADN et l'INEC, ce document permet une opérationnalité dès à présent. À nous aussi, et là je parle tout à la fois du politique, de ce qui va advenir et donc d'informer de façon plus large, nous allons faire en sorte que on rentre dans une société où ces produits en surnuméraire n'existent plus ou diminuent. Et c'est l'étape suivante. Donc, je voulais le préciser par rapport à ce sujet qui est évidemment, malheureusement, pour encore un temps trop long face aux 15 millions de personnes, 14-15 millions de personnes en précarité forte ou en risque de tomber dans une précarité importante. Et par rapport au fait qu'on est en surproduction, mais ce qui va s'écrire d'ici 2030, donc c'est loin et pas si loin, c'est une société dans laquelle nous allons fortement diminuer tous ces produits non utilisés, ces invendus neufs. Donc, la question se posera de est-ce que dans le même temps, et évidemment mon engagement politique il est avant tout pour ça, est-ce que dans le même temps nous aurons ramené la précarité forte à quelques peut-être centaines de milliers de personnes au lieu des 14 millions d'aujourd'hui? C'est bien en jeu. Voilà, je voulais aussi vous dire comment les choses vont se transformer dans notre société sur les 10 prochaines années. Et je dois vous laisser. Merci beaucoup François-Michel pour cette conclusion. Merci beaucoup. Super. Et donc, je vais aussi en profiter pour conclure et vous remercier donc, pour votre écoute attentive de ce matin. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a donné envie d'approfondir avec le guide qui est donc disponible sur nos sites internet. Par ailleurs, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si besoin, voilà, pour toute information sur les points du guide ou de cette présentation ou toute autre question sur le don ou l'économie circulaire. Voilà, on est à votre disposition.
Et puis, je vais vous souhaiter donc une bonne suite de journée et à très bientôt.